Dans n'importe quelle ville, ils sont là. On veut pas les voir, mais ils nous demandent 50 cents pour un café. On se dit que, dans le fond, c'est probablement pour se payer une bière. Si seulement l'itinérance, c'était que ça. Un bon vieux clochard qui boit sur un banc de parc. Mais l'itinérance, c'est aussi des jeunes laissés à eux-mêmes. Des femmes en fuite, des autochtones, des malchanceux, des maganés du cœur. Du monde comme vous et moi qui un jour ont perdu pied. Quand tout ce qui te reste, c'est le linge que t'as sur le dos. Quand t'as l'impression d'être invisible tellement personne veut te voir, les journées peuvent être longues. Bonjour, je suis France Castel. Aujourd'hui, on parle d'itinérance. Depuis maintenant une semaine, Emmanuel Chapados de Moncton et Pierre Côté de Québec tentent de relever un défi. Celui de survivre pendant 2 mois à Montréal, avec pour seul revenu un chèque d'aide sociale, 592 $ par mois. Pas d'auto, pas de carte de crédit, pas de téléphone, pas d'amis. Juste un sac à dos, puis leur instinct de survie. La priorité de Pierre était de se trouver un endroit où habiter, et il a réussi dès le premier jour. Reste maintenant à voir comment il va vivre la colocation. Emmanuelle a été moins chanceuse. Sa première nuit, elle l'a passée dans une auberge de jeunesse. Elle se réveille le lendemain au même point qu'elle était la veille, sans domicile. J'ai pas beaucoup dormi, quand même. Puis en plus, il y a la construction. Je peux pas vraiment montrer la chambre non plus, le dortoir. C'était pas pire, c'était 4. On était 4. Je peux pas vraiment montrer le dortoir parce que les gens dorment. Puis, c'est ça. Mais je vais vous montrer à peu près de quoi ça a l'air. J'ai choisi de payer 23 $ pour aller dans une auberge de voyageurs. Par le temps que j'arrive à l'auberge de voyageurs, il était 2 h du matin. J'étais épuisée sans bon sens parce que là, je commençais à être vraiment énervée là, dans la gare. Le matin, en me levant, je suis passée par une épicerie. Je me suis ramassé un pain puis beurre d'arachide. C'est ça que j'ai mangé pour déjeuner et pour dîner. Un beau grand ciel bleu puis du beurre de pinot. La journée commence plutôt bien pour Emmanuelle. Le problème, c'est qu'elle a aucune idée où elle va la finir. Et ça, c'est la réalité de milliers de sans-abri à travers le pays qui, chaque jour, se demandent où ils vont dormir le soir même. Au Canada, on dit qu'ils sont entre 150 et 300 000 dans cette situation. Mais il n'y a jamais de statistiques fiables quand on parle d'itinérance. Entre vous puis moi, la vraie question, c'est pas de savoir combien ils sont, mais plutôt comment on en arrive là. Il y a différents facteurs qui mènent à la rue. Un des clichés qui est souvent utilisé, c'est la désinstitutionnalisation. On a sorti des gens des hôpitaux psychiatriques et ça a amené ces gens-là, avec un soutien inadéquat, on le reconnaît, à se retrouver à la rue. Donc, les problèmes de santé mentale, c'est une raison, mais c'est pas tout le monde qui est à la rue qui a des problèmes de santé mentale importants. Il y a aussi, pour beaucoup de gens, des problèmes de toxicomanie, qui, encore là, ne sont pas l'unique cause, mais qui peuvent entraîner que des gens vont pas être capables de garder un logement, vont utiliser l'ensemble de leur petit chèque d'aide sociale pour consommer de l'alcool ou des drogues et vont avoir un niveau de consommation qui va faire qu'ils ne sont pas capables, à court terme ou à moyen terme, de se raccrocher et de se stabiliser en logement. Donc, c'est un facteur qui, avec la pauvreté et les problèmes de logement, la toxicomanie, fait en sorte qu'il y a davantage de gens qui se retrouvent à la rue. Il y a aussi beaucoup de femmes qui se retrouvent en situation d'itinérance, mais elles sont moins visibles. Il y en a qui fréquentent les refuges, mais si on regarde les chiffres, c'est beaucoup moindre. Mais ce qu'on sait, c'est que l'itinérance féminine est plus cachée. Elles se retrouvent à camper de chez des amis à un autre, à tolérer parfois des situations différentes chez des ex, à des fois offrir leurs services pour avoir un toit, à commettre différents délits pour se retrouver volontairement dans le système carcéral pour avoir un toit. Parce que dans les chiffres absolus, la pauvreté féminine est plus importante que celle des hommes et l'absence de toit et les problèmes qui sont ceux de l'itinérance touchent autant les femmes que les hommes.
L'image du clochard avec sa bouteille de bière dans un sac existe encore. Ce groupe-là est peut-être, au niveau de l'itinérance visible, le plus important, mais il y a beaucoup d'autres visages qui sont ajoutés. Entre autres, celui des jeunes de la rue, qui ont souvent un parcours différent. Souvent, les jeunes vont dire, bien, moi, je cite par choix. Ça peut être vrai que c'est un choix de se retrouver là, mais dans bien des cas, le choix il s'explique parce que les jeunes ils fuient des milieux difficiles, ont connu des vies familiales avec des parents parfois en situation de violence, parfois en situation de toxicomanie dans bien des cas. Donc, à un moment donné, à la sortie des centres jeunesse, pour un trop grand nombre d'entre eux, la rue devient l'option. Donc, et ça, c'est assez différent du clochard qu'on connaissait, qui est quelqu'un qui était, en guillemets, tombé en situation d'itinérance. Nous, notre nom, Réseau d'aide aux personnes seules itinérantes, les organismes sont beaucoup là pour essayer de soutenir les gens, accompagner les gens. Et ce qu'on voit chez un grand nombre de gens qui se retrouvent à la rue, c'est qu'il y a une faiblesse dans les réseaux qui existent. Il y a des gens qui, tout en perdant leur logement, en ayant des problèmes de consommation, en étant condamnés à survivre à l'aide sociale, ne se ramasseront pas à la rue parce qu'ils vont avoir des amis, des parents qui vont les soutenir. Dans d'autres cas, ces réseaux-là n'existent pas ou n'existent plus, où les gens sont en marge de leur réseau, ont quitté leur région, donc vont se ramasser à la rue, vont se ramasser dans les refuges, vont se ramasser dans les parcs. Malgré la belle température, je pense pas qu'Emmanuelle ait envie de dormir dehors la nuit prochaine. Disons qu'elle se cherche un logement assez intensivement. Je suis allée vérifier les babillards, voir s'il y avait des choses à louer, des sous-locations, des choses comme ça. Il n'y avait pas grand-chose. Je suis allée à l'ordinateur. J'ai noté tout ce que je pouvais. Puis à partir de là, je suis allée à Premier Arrêt encore faire les appels parce que à 50 cents la shot, là, tu y penses 2 fois là, avant de faire un appel. Oui, bonjour. J'appelle pour la chambre. Oh, 450. OK. Oui, allô. Je me demandais qu'est-ce que vous auriez moins cher pour un mois, aujourd'hui ou demain. OK. Complet. J'appelais pour le 4,5. C'était combien? 740. Mais, OK. Est-ce que vous avez d'autres choses plus petits, moins chers? Est-ce que vous connaissez d'autres endroits qui seraient du genre? Ou... OK. Ben merci. Bye-bye. Un peu de chercher. La boîte vocale appartenant à Monique est pleine. Là, j'ai pas le choix d'arrêter ma recherche tôt aujourd'hui parce que là, si je veux avoir une place à coucher, il faut que j'aille au refuge. C'est toutes des petites choses, là, mais qui... Être dans la rue, ça veut pas juste dire ne pas avoir de toit. Ça veut aussi dire ne pas avoir d'adresse. Être nulle part, pas avoir de place où se poser, se reposer, ça, c'est souvent bien pire que l'absence de toit. Le sac à dos, c'est un organisme communautaire essentiellement dédié aux personnes en situation d'itinérance et ceux à risque de l'être. Les services principaux sont des casiers entreposage, des casiers postaux, notre centre de jour et on a aussi des programmes d'insertion. Ce qui a mis au monde le sac à dos, c'est le casier entreposage. C'est les gars de la rue qui ont identifié ce besoin-là. Quand les gens vont dans les refuges, ils ne peuvent pas emmener plus qu'un sac, donc ils louent un casier chez nous. D'autres, ceux qui restent dans la rue parce qu'ils ne veulent pas dormir dans les refuges, eux, ça leur fait un endroit où mettre leurs affaires et venir à tous les jours se changer, faire leurs trucs. 74, c'est ton numéro, c'est ton casier d'entreposage. Oui. Est-ce que tu as un casier postal ici? Tu reçois-tu ton courrier ici? Oui, j'ai fait une demande. OK. L'idée du casier postal, c'était une réponse à une demande venant du centre local d'emploi principal, le Tlé Saint-Alexandre. Au fond, le Tlé Saint-Alexandre, lui, depuis 2002, est devenu le Tlé des sans-abri, des personnes qui n'avaient pas d'adresse, parce qu'il y a une personne itinérante qui a amené le gouvernement en cours. Et lui, il a gagné comme de quoi que, pas parce que j'ai pas d'adresse, que j'ai pas le droit à un chèque de bien-être. Et lui, en gagnant ça, les Tlés sont devenus des endroits où il pouvait recevoir son chèque d'aide sociale.
La dame qui était là, elle avait un problème d'espace, donc elle a demandé au milieu communautaire, pouvez-vous prendre 50 chèques chacun, comme ça... Parfait. Bonne journée. 5, 9, 3. Quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, on va faire un projet pilote sur 2 ans. On va pouvoir héberger 300 casiers postaux au début. Et là, après 1 an, on en a pris 500, puis là, on est rendu à 1000 actuellement. Cette année, on fait une rénovation. Là, on va être capable de monter à 2000. Voilà. Bonne journée. La mission du sac à dos, c'est de travailler avec des personnes de la rue. Donc, on s'est dit, si on met des casiers postaux individuels avec une clé, on n'aura pas de contact avec les gens. Ils vont venir quand ils veulent aller, ils rouvrent ça, puis ils s'en vont. Puis on peut pas parler, on peut pas rentrer en contact. Puis on s'est dit, moi, j'aimerais mieux qu'ils soient obligés de me parler. Donc, on a fait un comptoir postal, comme en campagne, tu sais. OK. C'est quoi votre numéro de carte postale? 850. 850. S'il vous plaît. Le fait d'avoir une adresse fixe, temporaire comme chez nous, ça leur permet de garder le lien avec le gouvernement, garder le lien avec les réseaux sociaux et familiaux, parce que nous, on ne fait pas juste donner des chèques d'aide sociale, on leur permet de recevoir du courrier personnel. On reçoit aussi les messages téléphoniques. Donc, s'il y a un rendez-vous chez le médecin, on le met le message dans son casier. Ceux qui font des démarches pour des chambres ou des HLM, ils donnent leur adresse et le numéro de téléphone du sac à dos. Donc, nous, on prend le message, on le met dans son casier postal. Et là, on s'est aperçu que la stabilité postale emmène une certaine forme de réinsertion chez la personne parce qu'elle se réorganise. Comme un gars qui décide d'aller travailler sa construction, un moment donné, il est allé suivre son cours, un moment donné, il a reçu ses cartes de construction, puis pouf, il est parti. La journée du chèque, c'est une journée assez spéciale dans le sens que il y a beaucoup de fébrilité. Quand ça fait 2-3 semaines que tu n'as pas d'argent, c'est une journée importante. Le fait d'avoir de l'argent, c'est euphorisant, c'est un plaisir. C'est enfin, aujourd'hui, je suis un citoyen normal. Je peux aller prendre un café au restaurant sans me faire regarder parce que je le paye. Il y en a qui vont manger au restaurant une bonne bouffe. Il y en a plusieurs qui vont se louer une chambre à 3-4 dans les motels pendant une semaine ou 2. Il y en a d'autres, c'est la drogue, la boisson qui prime. Ils vont se faire plaisir, quoi. Puis c'est humain, se faire plaisir, surtout quand tu manques d'argent, j'imagine. Quand le chèque arrive, t'as pas vraiment envie d'attendre que la banque ouvre ou congèle ton chèque. Tu veux ton argent tout de suite, peu importe les raisons. Il existe d'autres solutions plus rapides. Des gens qui veulent aider, peu importe les raisons. Albert Auclair, propriétaire du bar Midway. Mon père a acheté ça en 78, je crois. Après son décès, j'ai acheté la succession. Et puis, ça fait 35 ans, environ 35 ans que je fais ça, là. Le 1er du mois, je change des chèques pour ceux qui ont de l'aide sociale, les chèques de TPS, les chèques du gouvernement en général. Je ne charge aucun frais pour ce service. Il y en a qui me donnent 5 $, il y en a qui peuvent me donner 10 $, puis il y en a qui me donnent absolument rien, puis ça m'est égal. S'ils prennent une bière dans mon établissement, suite à ça, je suis bien content. S'ils n'en prennent pas, mais c'est la vie. Il y en a qui viennent changer leur chèque chez moi parce que c'est plus vite fait qu'aller à la banque. Mon argent est comme compté d'avance. C'est pas long. C'est pas long, puis les clients aiment ça parce qu'en même temps, des fois, il y en a ceux qui sont bien connus peuvent se commander une bière puis la payer après. Malheureusement, il faut les contrôler. Il y en a qui n'ont vraiment pas de fonds, mais sauf qu'ils ne boiraient pas nécessairement tout son chèque dans la même journée. Mais par contre, il y en a d'autres, c'est des fameuses machines de loterie vidéo. Ça, malheureusement, il y en a qui c'est le chèque au complet de la machine. J'aime aider les gens. Je veux dire, tu sais, j'ai beaucoup de gens ici qui sont sur le bord de l'itinérance, puis je pense qu'ils ne seraient même pas acceptés ailleurs. Ça prend 2 preuves avec photo ou 2 cartes d'identité quand tu vas à la banque. Il y en a beaucoup qui n'ont seulement pas ça. Fait que où est-ce qu'ils vont aller? Je vis une semaine excessivement high, OK? C'est vraiment très intense. Je me sentirais pas à l'aise de parler à ma blonde ou à quelqu'un d'autre parce que je serais incapable d'y parler en 5-10 minutes, de ramasser ça, tout ce qui se vit, ça se dit pas en 5-10 minutes. Pour certains, l'itinérance, c'est juste une période de transition. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois,
Paraît d'ailleurs que si tu veux te sortir de la rue, il faut que tu réussisses la première année. Sinon, ça risque d'être pas mal plus long. Mais est-ce que c'est vraiment possible de s'en sortir? Mon nom est Michel Wattan, j'ai 47 ans. Je suis un ancien itinérant. La première fois que je me suis retrouvé dans la rue, j'arrivais de Sherbrooke. J'avais besoin d'un endroit intime, secret, que personne ne pouvait me voir parce que c'était vraiment humiliant. J'étais complètement terrorisé. L'endroit me semblait plus sécure parce qu'il y avait beaucoup de passants, puis je pouvais me cacher ici en arrière du muret. Je me sentais plus en sécurité. Les gens n'arrivaient pas à me voir le soir, donc je pouvais dormir tranquillement. C'est vraiment difficile les premières nuits. Il y avait des sprinklers qui partaient en haut 2-3 fois par semaine. Il a fallu que j'adapte mon horaire parce que quand t'es mouillé la nuit, c'est vraiment difficile. C'est ici que toute l'expérience a été mise à profit. Ça a été mon dernier endroit. Ça a été l'endroit le plus long de toute la période où j'ai acquis un certain bonheur qui m'a permis de résister très longtemps. D'ailleurs, mon voisin est encore là. Moi, 3 ans après, j'ai fait un petit bout de chemin, mais je vais quand même vous montrer ça. L'instinct de survie est tellement fort que tu peux pas décrocher un instant du danger. Je me rappelle les nuits que je passais ici, il fallait que je me réveille toutes les 2-3 heures. Je me revirais, je regardais, tout est parfait, je me rendormais. Il y avait un spécial, je voulais te le dire, à la baie, 70 plus 50 de rabais sur encore les souliers. Marie-Ève, puis sa fille, là. Au début, il m'amenait pas ici, parce qu'il me l'avait pas avoué, là. Il venait me chercher à l'arrêt d'autobus, puis on faisait des choses toute la journée, puis... J'étais comme jeune, fait que je me rendais pas trop compte. Mais quand il me l'a dit puis qu'il m'a amené ici, je trouvais ça... C'était dur. Hein. Je savais pas quoi faire pour l'aider, fait que le seul moyen que j'ai trouvé de l'aider, c'est de venir le voir. Surtout quand c'était l'hiver qui est arrivé, j'y avais demandé s'il pouvait m'appeler à peu près à chaque jour, t'sais. Fait que là, il allait à une cabine, puis là, il m'appelait à chaque matin avant que je parte à l'école. Puis un peu plus tard, j'ai avoué que c'était parce que je voulais savoir s'il était encore en vie puis s'il allait bien. C'est pour ça que je lui avais demandé de m'appeler à chaque jour. Avoir su, je l'aurais rassuré. Ouais. Malheureusement, mon fils, au début, il a eu une certaine honte de sa part, puis je l'ai senti s'éloigner, puis ça m'a profondément blessé. Mais ma fille, ça a été le contraire. Ça m'a donné la force d'affronter bien les choses, puis bien les tempêtes. Ce qui est dur dans la rue, c'est d'avoir tellement de temps. Une fois que vous avez mangé, dormi, il n'y a plus de TV, il n'y a plus de radio, il n'y a plus rien. Là, fait que je me suis mis à espérer un jour avoir une maison. Je me suis mis à dessiner des maisons. J'ai été à la bibliothèque. La bibliothèque, il y avait plein de livres d'architecture. J'ai même appris comment construire une maison. Aujourd'hui, même en appartement, là, j'ai dormi les premières semaines par terre. J'étais pas capable de dormir dans un matelas. Je dormais les fenêtres toutes grandes ouvertes. J'ai tout fait. Ça a été vraiment dur à m'adapter. Puis même au bout de 2 mois, là, j'étais pas sûr que j'avais fait la bonne affaire. Jusqu'à temps que je sois inscrit et accepté au cégep. Là, j'ai vu les possibilités s'ouvrir devant moi. Là, je voyais 10 ans en avant au lieu de voir une semaine avant. Et là, je me suis mis à décorer mon logement. Il est pas fini, mais... Puis aujourd'hui, ma fille, elle reste dedans. Puis c'est vraiment minuscule. Mais on a une belle vue. Puis elle est vraiment contente de pouvoir être à Montréal pour ses études. Quand t'as connu la rue, les bancs de parc, les dessous de pont, le froid, on peut comprendre que tu sois content de dormir au chaud, dans un vrai lit. Pour Pierre, c'est un peu le contraire. La semaine dernière, il était dans son beau condo et aujourd'hui, il se retrouve en colocation dans un des quartiers les plus pauvres du Canada. Mais je pense pas qu'il va se plaindre. Il est juste bien content de pas dormir dehors. Alors, je voulais avoir une place où rester, j'en ai une. C'est directement sur Delorimier, tout de suite après le pont, OK? Donc, c'est beaucoup de trafic le matin, c'est sûr. Mais, écoute, j'ai rien entendu. Chez nous, dans mon gros condo de luxe, j'entends une bicyclette qui passe sur le trottoir, puis là, j'ai rien entendu. C'est bien. C'est très, très bien. C'est... Regarde.
J'étais à 5 minutes de tout, là, à 10 minutes du centre-ville. Tout est accessible, là, le métro, tout. Bonjour, bonjour, ça va bien? Entrez, entrez. Ah, voilà. Petit corridor, les chambres à gauche et à droite. On arrive au petit salon. Là, il y a beaucoup d'instruments parce que c'est des musiciens. Ma petite chambre. La grande cuisine avec... Frédéric, mon coloc, on va appeler ça de même. Coloc. Véro, une copine, qui est ici de passage. Deux colocs. Un que j'ai juste croisé. Mais l'autre, Frédéric, vraiment un bon Jack. Un très bon Jack, très généreux, très sympathique. Tout de suite, il revient-en, on voulait faire une double à clé. Il me montrait ça, ça. Il dit la banque alimentaire. Il dit tu viendras avec. Moi-même m'a fait sa bécane, une vieille bécane. Du gars, part avec. Vraiment, là, numéro 1. À 10 h, ouais, c'est ça, ça fait un fil, là. Moins de monde. Bonjour. Madame. Ça va bien? Oui, ça va bien. Combien de personnes chez vous? Bon, on est 2, 3, dépendamment de quand il y a un coloc ou pas, puis j'ai ma fille. C'est bien. Fait que tu mettras quelqu'un pour quelque chose pour s'appeler. C'est lui? Oui, mais là, on va C'est des marginaux qui vivent avec le minimum. Je dirais-tu que c'est de la pauvreté, pauvreté volontaire d'une certaine façon, je te dirais. Ça, c'est du gourou, tu sais. Ouais. L'énergie, quand même. J'en manque. Merci. Bonne journée. La semaine prochaine. Oui. Ils veulent tous s'en sortir et s'améliorer, mais pas sauter à 2 pieds dans le système qu'on connaît. Puis c'est bien correct. Bon. C'est fait. C'est fait. Got it. On l'a un petit peu raide, là. Pas... Muscle power. Oh boy! Hein? Ça, c'est au chocolat, je trouve. C'est pas nécessairement l'idéal, là, l'appartement, si je veux être bien honnête. La propreté, c'était très limite, OK? Puis, dans les circonstances, c'est correct. Je suis pas sûr de passer dans le 2e mois, là. Il y a plein de facteurs qui peuvent amener à la rue, puis c'est souvent un ensemble. On dit, en fait, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Mais la santé mentale, on pense que c'est juste une certaine sorte de chose. Moi, ce que j'ai vécu, c'est un problème de santé mentale. C'est ça. Tu peux pas être dans une dépendance aussi forte sans accepter et sans te dire et avouer que tu as eu un problème de santé mentale. C'est pas juste, je m'excuse, les asiles, les problèmes de santé mentale. Et je veux dire, il y a plusieurs facteurs qui peuvent te mener là, mais en tout cas, moi, je connais plus par rapport aux dépendances, aux substances. Si j'ai pas été carrément longtemps à la rue, je ne sais pas par quelle grâce. Je devais avoir un cadeau de force de vie que certains d'autres n'ont pas. Chaque année, à Montréal, 10 000 appels logés au 911 et 3 000 interventions policières sont liées à l'itinérance. Certains itinérants ont cumulé plus de 20 000 $ de contraventions. Le problème, c'est que ça ne change rien. Faudrait penser autrement, agir autrement. Je suis policière depuis 8 ans au SPVM. Depuis 2 mois, j'étais avec l'équipe Emery, équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance. En grande partie, Emery vient d'un projet très similaire qui a été instauré à San Diego, aux États-Unis. Des policiers accompagnés de personnes de la santé, des policiers accompagnés de travailleurs sociaux. Alors, la beauté de ça, c'est qu'on a une équipe multidisciplinaire, mais pas qui travaille séparément comme on retrouve de façon régulièrement. Là, cette même équipe-là travaille ensemble dans les mêmes locaux, dans le même véhicule de police. Très rapidement, on peut décider, tout dépendant de l'individu qu'on a devant nous, bien, ce serait peut-être mieux que ce soit l'infirmier qui aille le voir en premier, le travailleur social. Est-ce que ce serait plus une intervention policière? Alors, c'est d'avoir tous ces gens-là autour de nous qui nous permettent de trouver des solutions variées à ce moment-là.
Puis là, il est où, Michel? En fait, il est retourné au CLSC. Il est dehors, Il est dehors du CLSC depuis hier. Mais moi, j'aimerais ça aller y parler. Si on ne fait pas une tentative maintenant, il va être trop avancé dans son intoxication. Et là, ils vont plus le prendre nécessairement à $1 et il peut plus retourner à Saint-Louis. Okay. Mais là, est-ce que Michel est volontaire pour faire ça ce matin ou oui. non? Moi, mais hier aussi, il était volontaire. Oui. Très volontaire, même. C'est quand la dernière fois que tu as bu? Il coupe hier. OK. Il est pris avant que Frédéric arrive. OK. Geneviève. Mais là, tu es devenu agressif aussi? Ben non, j'ai pas devenu agressif parce que j'étais fatigué. Tu étais fatigué? Je mange trop, puis OK. tu sais, je suis mélangé un peu. Tu sais, parce que Michel, ça fait plusieurs semaines là, qu'on travaille ensemble, oui. toi puis moi. Puis tu sais, je te l'ai dit, nous autres, on va t'aider, mais on fera pas les choses pour toi. Tu peux pas aller en HLM si tu passes pas à travers de Cormier parce que ça va être trop difficile tout seul dans ton appartement ou HLM. Alors, il faut absolument que tu passes à travers. C'est primordial. Bien, nous autres, sur Emery, en fait, on a des clients ciblés. C'est des gens qui causent un haut niveau d'appel policier et qui présentent une vulnérabilité, que ce soit au niveau de la santé mentale, de la toxicomanie ou de l'alcoolisme. Il faut que tu te... À ce moment-là, nous, on tente d'établir un lien de confiance avant tout avec ces gens-là pour leur démontrer qu'on est vraiment une équipe différente, qu'on est là pour essayer de les référer aux ressources qui pourraient vraiment les aider à s'en sortir, que ce soit simplement pour manger, pour avoir leur carte d'assurance maladie, pour avoir un logement, peu importe, ça commence vraiment à la base. Puis hier, là, j'étais contente, tu t'en souviens, j'étais contente parce que t'as pas hésité, puis t'as dit « Go, on y va ». Il faut que je me dise que c'est fini. Prendre conscience que ma santé aussi s'en va, puis... Bien, c'est pour ça que le sevrage, tu peux pas le faire dans la rue tout seul. Là. Ça prend une aide professionnelle pour le faire. À Delors-Cormier, ils peuvent t'offrir ça. La façon dont ça fonctionne, c'est de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour juger leur comportement, mais peut-être les aider à réduire les conséquences sur leur qualité de vie puis sur leur organisation de vie. Okay. Mais là, qu'est-ce qui me fait peur? C'est à l'attente de Delors-Cormier. Je me demande qu'est-ce que je vais faire. Où aller, tu sais, puis avoir une certaine protection pour pas que je retombe dans la boisson, là. Ça, c'est important de réduire la consommation aussi d'ici à ce que tu rentres, parce que si tu commences à boire trop, à ce moment-là, bien, les symptômes de sevrage à l'arrêt peuvent être plus importants, puis à ce moment-là, ça se peut que tu aies besoin d'aller à l'hôpital pour faire ton sevrage. Moi, ce que je te suggère, fais ton appel. Après ça, on va regarder qu'est-ce qui peut être fait entre ça. Je suis avec quelqu'un ici qui veut faire une demande pour la désintox. Souvent, ces gens-là, ils n'ont pas la force de se prendre en main puis de se mobiliser puis de dire « je vais aller vers un service ». Donc, c'est là, je pense vraiment que présentement, l'équipe Emery, on fait la différence. C'est vers l'accessibilité au premier service. J'observe autour, puis je vois un peu qu'est-ce qui se passe, puis là, je sais que je vais quand même vivre quelque chose de plus tough que ça que je suis habituée de vivre habituellement, mais moi, j'ai mon gros freaking de sac. Je peux pas imaginer vivre comme ça tous les jours, tout le temps changer de place. C'est épuisant. Tu passes ta journée à juste trouver une place à coucher, à manger. Non. Ça fait pas de bon sens. Vous l'avez? On pourrait croire qu'une fois dans la rue, on a atteint le fond. Mais il y a moyen de descendre encore plus bas. Que ce soit à cause de l'alcool, de la daube ou d'une trop grande souffrance, certains abandonnent, tout simplement. Quand l'hygiène prend le bord, que tu vivotes comme un zombie jusqu'à la prochaine dose, c'est pas seulement la société que tu rejettes, mais la condition humaine elle-même qui est reniée. Comment peut-on demander à quelqu'un d'aller chercher de l'aide, que ce soit même d'aller chercher une carte d'assurance maladie, si elle ne sait même pas par où commencer? Il y a beaucoup d'itinérants avec qui on travaille. Leur état de santé mentale, pour la plupart, les bloque à pouvoir aller chercher l'aide nécessaire. Maintenant, j'arrive à mieux comprendre un peu le mont Everest que ces gens-là doivent essayer de surmonter pour essayer d'aller chercher, que ce soit seulement qu'une carte d'assurance maladie qui va leur permettre d'aller chercher des soins de santé des fois.
Mario se tient vraiment plus dans le secteur Saint-Hubert, Puis André, Saint-Christophe, par contre, Saint-André. Oui, on va aller voir. Par contre, on a le petit parc ici, il y a certains sujets qui se retrouvent là-bas pour consommer. On va faire un petit tour au parc Baudry. Je vais vous laisser y aller pour pas qu'ils se sentent envahis. Ah, c'est pas lui. Oui, c'est André. Salut, André. Comment ça va? Vraiment bien. J'ai mal à mes pieds. T'as pas pris de bière? Non. J'ai mal au pied gauche. T'as mal au pied gauche? Oui. C'est quand la dernière fois que t'as été à l'hôpital? C'est hier. OK, t'es allé hier? Oui. Puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport à ton pied? Il veut me garder, mais c'est moi qui me l'ai pas. Pourquoi? Pourquoi t'es pas resté? Pourquoi t'es pas resté, André? Ça te tentait pas? Non, j'avais trop peur, j'avais mal à mes pages, puis en tout cas, j'ai peur. OK. Aujourd'hui, on a fait une intervention. Ça fait peut-être 8 fois que je dis à cette même personne-là, ça te prend ta carte d'assurance maladie si tu veux te faire soigner. Parce que ça va être un obstacle pour avoir des médicaments à ce moment-là. Et ça fait 8 fois qu'il me dit « oui, je vais y aller ». Je lui donne l'heure, je lui donne le lieu. Ici, c'est où? Mais c'est difficile. Je vais aller au CLSC à 1h. Mais il est passé. Il est passé, il est quasiment 6 heures, André. Tu peux plus aller au CLSC, c'est fermé. C'est demain si tu vas aller au CLSC. Ça va aller à demain. Ah, demain, OK. Demain, essaie de pas trop consommer pour être capable de te rendre par toi-même au CLSC à 1h. Puis à ce moment-là, tu pourrais prendre une douche, ça te ferait du bien. Oui. Hein? Je ne croyais pas, honnêtement, que quelqu'un pourrait tant se laisser aller, que ce soit parce qu'il a une plaie qu'il ne peut pas guérir. Cet individu-là va le laisser tel quel pendant des jours, des semaines. Et là, à un moment donné, il est à la limite de... On va peut-être être obligé de t'amputer. Tu vas peut-être en mourir. C'est rendu là. Mais l'intoxication, en fait, fait en sorte que pour lui, ça, c'est secondaire. Oui? Je pense que c'est une mauvaise personne. Ben là, t'es pas une mauvaise personne, André. C'est jamais correct. dit ça. T'es pas une mauvaise personne, c'est correct. Non. C'est une bonne personne, sauf que j'ai mes problèmes. Oui, on le sait. Salut. Hey. Ça va-tu, mon ami? Tu as envie? OK, c'est bon. On voulait juste savoir si c'était correct. On peut pas demander à quelqu'un qui a toujours vécu dans l'itinérance ou qui a toujours vécu dans l'alcoolisme, dans la toxicomanie, de changer du jour au lendemain. Ou les jeunes de la rue qui ont vécu dans 30 familles d'accueil différentes avant l'âge de 18 ans, de voler de leurs propres ailes une fois qu'ils sont rendus majeurs, puis de pas rechuter puis de réussir du premier coup. C'est mission impossible, là. OK? Donc, nous, on est là vraiment pour les assister dans leur démarche. On est là pour leur démontrer qu'on croit en eux, leur donner le coup de pouce qui manque. Bien, souvent, moi, je sens que je fais la différence. Exemple, Michel, qu'on a vu ce matin, là. Oui, il a rechuté. Oui, il a connu certains échecs dans nos démarches avec lui. Sauf que quand il nous voit, son visage s'illumine. Quand il nous voit, il se sent moins toute seule. Mais le fait qu'il rechute, ça fait partie du travail. Puis on se relève les manches, puis on recommence. On dira jamais assez à quel point les sans-abri sont souvent désorganisés, démunis au quotidien. Puis la bonne ou mauvaise foi a souvent rien à voir là-dedans. Malgré tous ses efforts, Emmanuel n'a pas réussi à se trouver un appartement. Pour ce soir, ce sera le refuge. Allô? Ça va bien? Oui, ça va. C'est votre première fois que vous venez ici? Oui. Oui. Ben, la première étape, c'est de vérifier vos sacs. Ben oui. Tu tiens tout le temps. Ça, dans le salon. J'ai quelque chose de gros, là. Vous vous retrouvez ici au pavillon Patricia Mackenzie, le plus grand refuge pour femmes itinérantes au Canada. Présentement, vous pouvez aller souper. Et après, vous pourrez prendre votre douche. Et on va vous montrer le dortoir. On peut vous donner un pyjama, qu'est-ce que vous avez besoin pour la douche et pour la nuit. Et vous pouvez aller dormir. Il y a 30 places ici. Ce sont des lits superposés. La moyenne d'âge ici, c'est 40 ans. Les femmes passent la journée dehors ou dans un centre de jour. Quand elles nous arrivent le soir, elles sont fatiguées.
Elles ont envie de se retrouver dans un endroit sécuritaire, un endroit calme. Elles ont besoin de prendre un bon repas et de se coucher de bonne heure. Du monde qui tousse, du monde qui se parle, il y a du monde qui se lève, il y a du monde... Tu sais, c'est quand même... Je sais pas combien de personnes. Fait que... Ça dort pas très, très bien. Ah, il y avait une dame, j'ai envie de demander tantôt qu'est-ce qui est arrivé parce que elle est arrivée, puis elle s'est couchée par terre, elle était plus capable. Puis, rendue en haut, tu sais, ils nous passent des produits pour la douche, puis tout ça, tu sais, ils ont tout. Puis, c'était mon tour, puis la dame, elle y allait, puis elle s'est rendue compte que c'était mon tour. Elle a dit « Ah, vas-y, ma cocotte, t'es fine. » Puis, cette femme-là, rendue à la douche, tu sais, elle me demande « Je peux-tu y aller? » Elle était gelée, là, mais gelée. Ça faisait 2 jours qu'elle avait pas dormi. Puis, elle s'est déshabillée, puis elle m'a montré ses jambes, puis son dos, puis tout ça. Puis elle dit « Je suis battue. » Elle dit, les hommes, des fois... Elle dit, je suis plus capable. Ici, les femmes peuvent résider pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois. La grande majorité, autour de 80 %, ont vécu des problèmes de violence. Et puis, à peu près le même pourcentage, 80 % ont des problématiques de santé mentale. Donc, il faut vivre avec ça. Il faut travailler avec cette donnée-là, qui est quand même très importante. Puis, il y a ça s'appelle le vestiaire. Puis, chaque personne peut choisir 4 morceaux par soir. Juste le fait de pouvoir chercher quelque chose à toi, que toi, tu choisis, puis que, tu sais, il y a des choses neuves, là. Moi, j'ai cherché. J'avais froid l'autre fois, que je me suis dit, gars, hey, chandail neuf, là. Il y a encore le tag large dessus. Cette année, on a dû ouvrir un 2e refuge pendant l'hiver de 15 places parce que dès 2009, pendant l'été et l'automne, on a vu une recrudescence. On ne suffisait plus à la demande. C'est touchant, pareil, la bonté des gens qui travaillent là, puis la bonté des gens qui vont là, malgré toute la marde que tu peux juste imaginer qu'ils ont vécu. J'aurais pu facilement être à la rue. J'ai eu beaucoup d'amis. Mes enfants et moi, on a presque été à la rue. Je me souviens même d'avoir acheté, être frappé à la porte d'une paroisse pour demander un bon d'achat. Je vais devoir être très discipliné puis pas succomber aussitôt que je sens la faim. Au lieu de tout le temps être plein, bien, t'es tout le temps un petit peu vide. Mon premier repas, il est décidé, c'est une fricassée. Steak haché, patates, navets, carottes, oignons. Après une semaine, Pierre fait ses comptes. En plus du loyer qui lui coûte 350 $, le téléphone et les autres dépenses, Pierre a déjà investi 52,25 en nourriture, ce qui lui laisse un peu plus de 170 $ pour terminer le mois. Dans une demi-heure, papa. 40 watts. Regarde, je me suis organisé que à la mise au jeu, c'est prêt. Ouais, j'ai hâte de voir c'est dans combien de temps le match. Tout ne vient pas de manque alimentaire parce que tu peux pas choisir là, les choses, sauf qu'on utilise tout ce qu'on peut utiliser là-dedans, puis tu complètes avec les choses qui te manquent parce que tu l'as pas. T'as-tu du poivre? Non, pas du porc, du poivre. OK, amène ça. All right. Yes! Tu sens ça, hein? C'est pratiquement prêt. Non, mais... Hein? Le timing, hein, pour moi, en cuisine, c'est quelque chose d'essentiel. Hey, on commence, là, vite! Je vais être juste bien timé. Ces gens-là ont le cœur à la bonne place. Moi, j'ai un respect énorme pour les gens qui sont ici. Quand j'ai des gens qui sont ici, il y en a 2, mais bon, il y a le gars d'en haut, comme on dit, puis tous les gens qui tournent autour, parce qu'ici, c'est très ouvert. Je suis un gars qui est plus
solitaire un peu, qui aime ça être tout seul dans ses bebelles. Donc, ça me force à sortir de mon cocon. Ce que je peux voir ici, c'est qu'il y en a beaucoup, des gens qui sont là aussi sortir du bien-être social, c'est vraiment en dernier recours. C'est pas leur intention de rester là-dessus. Pantoute, OK? Ils veulent juste s'en sortir, puis ils ont des projets, ils ont des idées, ils ont des passions. Et ça, ben, on a tendance à pas le voir. Tout le monde devrait faire un stage de 2 mois avec des gens comme ça. J'ai choisi d'en parler de ce passé parce que d'abord, je suis une personnalité publique et puis que ça s'est parlé de toute manière. Je me suis dit, tant qu'à en parler tout croche, est-ce que je devrais pas l'assumer, rayonner un peu, que ça se peut transcender ça, que ça se peut se sortir de quelque chose qui n'a pas l'air possible de se sortir. Alors, j'ai choisi d'en parler pour être plus franche et pour être plus direct et pour assumer, moi, ce passé et essayer de rayonner l'espoir, la vie et le changement, la transformation pour les autres. Sinon, à quoi ça aurait servi? On revitalise des centres-villes en détruisant des maisons de chambre. Donc, à cause du développement, il y a plus de gens dans la rue, mais on voudrait qu'ils disparaissent. Alors qu'on a souvent contribué à cette itinérance-là. La petite Acadie. Comment veux-tu qu'on survisse? On est tous au salaire minimal. Y a pas de danger de faire une overdose avec des miettes. Nous autres, on a beaucoup de choses. On a notre REER, notre maison, on a une voiture, un chalet, on a des voyages. Avant qu'on se sente vraiment démunis, il y a beaucoup de choses à perdre avant. Quand t'es dans la rue, il te reste ton corps. On les voit plus, les itinérants ou les itinérantes, parce que ça nous confronte à quelque chose. Et ça, c'est personnel à chacun. Des fois, on se sent responsable. On peut pas être la solution à tout, alors on préfère pas voir les choses. Des fois, on les voit plus parce qu'on s'habitue. Et ça, c'est le plus grave. La semaine prochaine, il sera question de logement pour les 2 naufragés. Finalement, j'ai trouvé une sous-location incroyable. Après plusieurs jours d'errance, Emmanuelle savoure enfin un premier repas dans son nouvel appartement qu'elle a payé le gros prix. Fait que là, j'ai trouvé ça, 400$. L'électricité est inclus. Là, c'est vendredi, c'est pas la meilleure journée aussi, semble-t-il, pour porter des CV. Ça fait que là, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. On va recommencer ça lundi, mardi. Là, je vais le faire de façon plus intensive, puis je vais me raser. Quant à Pierre, disons qu'il apprend à vivre la pauvreté au quotidien. J'ai aucune dépense folle à faire. T'sais, le premier matin, le déjeuner à 4,89 là, chez McDo, je réalise que c'est cher. C'est beaucoup trop cher. Je suis pas capable de me permettre de me payer un déjeuner à 4,89.